Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Bienvenue dans l'univers dans lequel je travaille. Je suis spécialisé en rythmologie interventionnelle. Rythmologie interventionnelle, c'est-à-dire s'occuper de tout ce qui est trouble du rythme cardiaque, que ce soit les ralentissements du rythme cardiaque, ça s'appelle les bradycardies, que ce soit tout l'univers des accélérations du rythme cardiaque, qu'on appelle les tachycardies. Vous pouvez imaginer que toutes les cavités peuvent s'emballer, l'oreille droite, l'oreille gauche, le ventricule droit, le ventricule gauche. Donc voilà, je suis tombé dans ça il y a beaucoup plus que 15 ans, peut-être même une vingtaine d'années. Et puis voilà, je suis passionné par ça. Et là, vous êtes au sein de mon bloc opératoire, sans encore les patients, parce que pour ceux qui nous voient en ligne, il est 7h25. Donc on filme très tôt pour pouvoir vraiment avoir le calme et ne pas avoir personne qui va ouvrir cette porte. Parce qu'à partir de 7h55, 8h, ça va commencer à s'animer. Et puis le patient probablement arrive dans le bloc opératoire dans les prochaines minutes. Pas dans cette salle, mais arriveront dans les prochaines minutes. L'hôpital se réveille, c'est vrai que ça a une ambiance particulière la nuit ou le matin tôt. Les infirmières commencent très tôt et je rends hommage à toutes les infirmières qui travaillent de nuit, qui travaillent de jour. Et une infirmière de jour commence très tôt et ce matin, pour notre rendez-vous à 7h, elles étaient en transmission entre l'équipe de nuit et l'équipe de jour. Donc il faut imaginer ces horaires qui sont décalés, des infirmières qui vont commencer à 7h jusqu'à 14h, 14h30, une autre équipe qui va faire l'après-midi de 14h30 à 21h et une équipe de nuit qui va faire 21h, 7h. Donc c'est quand même des horaires particuliers pour leur vie de famille. Dans cette période, il y a même un mouvement en cours, vous savez, qui a commencé aux urgences, avec la grève aux urgences, de qualité de vie, de qualité de travail, de valorisation de ce métier d'infirmière. C'est important aussi d'en parler, voilà. Donc voilà, on en dit un mot, même si ce n'était pas l'objet principal de notre interview aujourd'hui. J'ai fait les Olympiades de mathématiques à l'époque, et donc je suis amateur et dans le domaine de la rythmologie, je m'y retrouve, parce qu'en fait, il y a beaucoup de raisonnements très proches des mathématiques, il y a très proche de la physique aussi, il y a de l'impédance, des résistances, des seuils, des volts, des millivolts, des milliampères, et donc tout ça, ça rejoint un côté qu'on a de mon enfance, voilà. J'ai fait 3 années de médecine à Alger, je suis arrivé à l'âge de 20 ans en France, j'ai passé le concours de P1 à Saint-Antoine, j'ai été major de promo à Saint-Antoine, pour dire aussi que les gens qui ont fait leurs études en Algérie, c'est des gens qui ont une bonne qualité. Je peux comparer les 2 premières années, je peux dire qu'à Alger, on avait d'excellents professeurs. Et puis après, j'ai eu beaucoup de chance, j'étais à Saint-Antoine, j'ai fait mon internat à Paris, j'ai vraiment énormément de chance d'être là, je suis clairement épanoui d'être là, et je suis tout à fait heureux de la qualité de l'enseignement qu'on a eu, la qualité de la formation et même une formation qui permet de rayonner à l'international. Donc voilà, et d'aider nos amis, nombreux amis en Algérie aussi, bien entendu. Je suis extrêmement suivi par beaucoup de médecins, beaucoup d'amis, beaucoup de résidents, d'internes en Algérie parce que je fais de la formation. D'une part, en essayant d'être présent à la plupart des congrès auxquels on m'invite. Là, dans une semaine, je serai au congrès de la Société tunisienne de cardiologie, Société algérienne de cardiologie au mois de novembre, je suis également orateur. J'ai ma chaîne Facebook, ma page YouTube où je fais de la formation et donc sur lesquelles je poste des vidéos, des photos, des ECG et il y a beaucoup d'interactivité avec mes collègues et voilà, donc et puis quelques-uns viennent, effectivement, on reçoit des médecins en formation qui viennent se former aux techniques interventionnelles. On essaye, si on peut, au maximum de les accueillir, en tout cas de les accueillir dans de bonnes conditions. Donc oui, on est investi, on aime ça, voilà. Quand on aime ça, c'est pas une souffrance, voilà, c'est un plaisir.
Ça va, j'ai de la chance, j'adore voyager. Quand je suis dans un avion, je suis un peu chez moi, donc c'est pas un problème de prendre l'avion, mais voilà, mais c'est un bonheur, c'est un plaisir. Et de dire qu'on a participé à inaugurer une activité de resynchronisation à tel hôpital ou d'ablation à tel autre, c'est toujours très valorisant. Et puis on se souvient de ceux qui ne nous ont pas aidés, mais on se souvient aussi de ceux qui nous ont aidés. Donc j'espère faire partie de la catégorie de ceux qui ont aidé les gens. Voilà. On a une activité mixte, on est médecin et on est interventionnel, donc ça nous met un peu entre les deux. C'est-à-dire on est un médecin où il y a des moments où je suis en consultation, donc je reçois des patients en consultation où je les vois, je leur explique, je les examine, je les ausculte, je regarde leur électrocardiogramme, leur tension, pression artérielle, etc. Donc on est médecin avant tout. Après, en dehors de ce métier de médecin, on est également interventionnel, c'est-à-dire qu'on va essayer de corriger un certain nombre d'anomalies. Alors, on peut dire globalement qu'il y a deux parties dans cela. Il y a tout ce qui est implanter des prothèses, ce qui s'appelle des pacemakers, c'est des simulateurs cardiaques qu'on va mettre plutôt là, là. Des défibrillateurs qu'on va plutôt là, là. Maintenant, on les met plutôt des fois là aussi, avec des sondes qui vont en général à l'intérieur du cœur. Et l'objectif de ces pacemakers, c'est éviter les rythmes lents, éviter que le cœur ne fasse des bradycardies, éviter les rythmes lents. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, on met 60 000 pacemakers chaque année. Donc ça donne un ordre d'idée, chaque 60 000 nouveaux pacemakers chaque année. Certains sont des changements, parce que le pacemaker arrive en fin de vie, au bout d'une dizaine d'années, mais d'autres, c'est des nouveaux patients implantés. Donc ça, c'est une partie du travail. D'autres prothèses qu'on met, c'est des défibrillateurs. Vous savez, quand vous faites un arrêt cardiaque dans la rue, le SAMU va venir avec le pompier, parce que ceux qui arrivent en premier en général, ou quelqu'un dans la rue avec un défibrillateur qui est dans la rue. Si vous avez de la chance, vous avez un défibrillateur, et bien normalement on est censé tous être formés au geste qui sauve, et quelqu'un va venir avec un défibrillateur et vous délivrer un choc pour vous sauver la vie. Et ben, quand les gens ont un certain nombre de facteurs de risque, par exemple qui ont fait un infarctus, qui ont le cœur qui est fatigué, une insuffisance cardiaque, on va leur mettre des défibrillateurs en préventif. C'est-à-dire vraiment la pile, elle est à la surface ici ou là, et puis elle va pouvoir enregistrer le rythme cardiaque et si le cœur s'emballe, pouvoir délivrer un électrochoc pour arrêter l'emballement. Donc ça, c'est une partie de mon travail qu'on fait ici et qu'il s'agit de les implanter de manière très stérile. C'est pour ça qu'on travaille dans un univers très stérile, qu'on met de paires de gants, qu'on met des antibiotiques pour l'intervention. Pour faire une intervention, on va dire, en général, malgré tout sous anesthésie locale, qui dure environ une demi-heure, une heure, ça dépend du genre d'intervention. Mais voilà, dans un degré de stérilité. Et après, ces patients sont suivis régulièrement. Et on va communiquer avec leurs prothèses, avec des programmateurs et des ordinateurs. Certains même sont suivis à distance. On fait de la télémédecine avec des boîtiers qu'ils vont pouvoir avoir chez eux. Et ces boîtiers fonctionnent même dans le Maghreb. Donc j'ai des patients qui sont dans le Maghreb et qu'on suit ici. Voilà, donc ça c'est une partie de mon métier. La deuxième partie du métier, c'est d'aller brûler des circuits anormaux à l'intérieur du cœur. Il faut imaginer qu'il y a des courts-circuits à l'intérieur du cœur qui peuvent survenir à différents endroits, dans l'oreillette, dans le ventricule, mais on peut aller couper ce circuit. Avant, il y a 25 ans, 30 ans, pour aller couper un circuit à l'intérieur du cœur, il fallait un chirurgien. Il fallait ouvrir le thorax et aller faire une cicatrice pour aller couper un circuit. Et aujourd'hui, on peut passer par les veines, par les artères, monter, le plus souvent sur une anesthésie locale, mais parfois sur une anesthésie générale, monter des sondes à l'intérieur du cœur et aller brûler ces zones-là, soit par le chaud, ça s'appelle la radiofréquence, ça fait un peu cuire par le chaud, soit cuire par le froid, ça s'appelle la cryothérapie, voire même maintenant des nouvelles méthodes qui arrivent un peu sur le mode du laser, de l'électroporation, plein de nouvelles méthodes physiques qui sont en train d'arriver. Donc ça, c'est une deuxième partie de mon métier. Ça va de plus de 30 ans pour les pacemakers, ça va aux années, ça va finalement beaucoup aux années 80. Par exemple, une des techniques parmi les techniques les plus pointues, qui s'appelle l'ablation de la fibrillation auriculaire, la fibrillation atriale, c'est l'oreillette qui se met à s'emballer, c'est quasiment 3% des personnes ont de la fibrillation atriale et c'est quasiment 10% chez les plus de 80 ans. La fibrillation atriale, c'est un emballement de l'oreillette qui se met à fonctionner de manière anarchique, qui donne des palpitations. Et cette ablation de la fibrillation atriale a été inventée finalement, c'est une invention française à Bordeaux, du professeur Issaguer qui ont fait leur première publication dans le New England Journal of Medicine à l'époque. En 1998, ça fait 21 ans, donc ça c'est la fin des années 90. La technique maintenant est répandue avec plus d'une centaine de centres en France qui le font. Voilà, et le nombre de centres qui le font est limité par autorisation pour qu'on soit performant, pas uniquement que le docteur, mais l'ensemble de l'équipe à être performant, à faire suffisamment de procédures pour être bon, pour être bien surveillé, éviter les complications, etc. On a beaucoup bénéficié de toutes les techniques, que ce soit même pas obligatoirement en rythmologie, même en coronarographie, quand on pose des stents, etc. Ben, les gens finalement
il y a des choses vitales. Vous imaginez qu'avant le pacemaker, quand quelqu'un faisait un rythme lent, il perdait connaissance et si on ne lui mettait pas un pacemaker, il mourrait tout simplement. Donc aujourd'hui, on ne discute même plus de mettre un pacemaker à un patient qui a un bloc auriculo-ventriculaire. Voilà. Donc la plupart des techniques vont avoir des conséquences vitales si on ne le faisait pas. Certaines vont avoir des conséquences plutôt fonctionnelles, c'est-à-dire l'ablation et la fibrillation auriculaire. On n'a pas la preuve absolue qu'on meurt moins si on a moins d'arythmie. Globalement, on le pense. On sait que l'arythmie, c'est associé à un moins bon pronostic. On sait que parfois les médicaments ont des effets secondaires. Et donc probablement la technique en elle-même a un effet bénéfique. Mais après, pour le démontrer, il faudrait des études randomisées qui incluent des dizaines de milliers de patients et on est en plein dedans dans cette phase d'évaluation. Par contre, on sait que si vous traitez votre arythmie, vous allez moins avoir de symptômes, vous allez être moins gêné, vous allez être moins être essoufflé, vous allez avoir une meilleure qualité de vie. Puis c'est quand même important. Donc voilà. Et quelle que soit la technique qu'on propose aux patients, notre prise en charge repose également sur l'explication du rapport bénéfice-risque. Donc on explique aux patients l'intérêt, parce que là je vous fais des généralités, mais si vous étiez ma patiente, je vais me pencher sur votre cas en particulier et vous dire s'il faut faire ou pas quelque chose. Quelle technique en particulier on va vous faire? Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je peux vous proposer à la place, parce que des fois il y a toujours des choix alternatifs. Et pourquoi je vous propose plutôt telle technique que telle technique. Je vais vous expliquer comment ça se passera, comment les bénéfices, le taux de succès, quel est le taux de complication. Et puis on choisira ensemble et vous aurez le libre arbitre de choisir, parce que le patient est acteur de ses soins. Mais bien sûr, on ne lui donne pas juste choisissez, parce que ce ne serait pas juste de vous laisser choisir sans vous faites comme vous voulez. Non, on est là pour vous accompagner. C'est vrai que je dis que l'époque a changé. À l'époque, le docteur il disait il n'y a plus qu'à, il faudrait. Et aujourd'hui, on est là, on explique des alternatives et puis le patient est acteur et choisit avec nous. Et le patient doit être en confiance parce que c'est tout traitement, il y a le côté psychologique qui aide à la guérison, il faut se dire les choses. On essaie d'avoir une vision globale du patient. Tous les facteurs de risque ont un effet délétère cardiaque, que ça va du tabac, du diabète, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie. Bien sûr, c'est des facteurs de risque classiques pour le cœur. Après, nous, au niveau du rythme cardiaque, il y a certains facteurs particuliers qui sont des fois négligés, qui sont tout simplement l'obésité. Vous savez, votre cœur, s'il travaille pour 100 kg, il travaille plus que pour 70 kg. Deuxièmement, l'alcool. Vous savez, la consommation excessive d'alcool, ça donne des arythmies. Troisièmement, l'apnée du sommeil, qui est également favorisée par l'obésité. Il y a des gens qui se mettent à arrêter de respirer la nuit, à ronfler, voire à s'endormir dans la journée, ce qu'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil. Le syndrome d'apnée du sommeil a été associé à un risque de mort subite augmenté et également un risque d'arythmie augmenté. Donc ça, c'est des petits éléments, je dirais, qui sont des fois négligés. Finalement, le poids, la tendance dans la société à être de plus en plus obèse. Et ça devient presque une norme, mais non, ce n'est pas une norme. L'alcool, l'alcool est social, et voilà, et donc on n'en parle pas. Et l'apnée du sommeil, elle est sous-dépistée, sous-évaluée, sous-recherchée. Donc c'est des petites choses en plus que simplement vos facteurs de risque classiques, mais ces facteurs de risque de troubles du rythme, on s'y intéresse également. La cardiologie, c'est une spécialité de sujets plutôt âgés, c'est-à-dire, je ne sais pas, la définition de sujet âgé, c'est plus de 75 ans. Donc on a beaucoup de nos patients vont avoir plus que 60-70 ans, mais les arythmies peuvent toucher des sujets très jeunes. C'est-à-dire qu'on peut même avoir des enfants. Alors la prise en charge de l'enfant est un peu particulière, hein. On ne va pas parler aujourd'hui de l'enfant, mais il y a des arythmies qui vont toucher des sujets très jeunes. Par exemple, le syndrome de Wolff-Parkinson-White, c'est un terme un peu, et ceux qui en savent vont se reconnaître. On est avec une voie électrique en plus à l'intérieur de son cœur qui vous donne des emballements du rythme cardiaque et voire même un risque de mort subite. Celui-là, c'est 1 sur 5 à 10 000 naissances, donc ça reste plutôt rare, mais ça se voit chez les sujets jeunes. On verra plutôt chez les sujets de moins de 20 ans, en tout cas moins de 40 ans. Donc voilà, par exemple. Donc des fois, j'ai des sujets jeunes qui ont moins de 40 ans et qui disent « Docteur, pourquoi j'ai ça ?» Je dis « Oui, il y a des pathologies rythmiques qui se voient chez le sujet jeune. » Par exemple, d'autre part, on sait bien que plus vous avez de facteurs de risque, plus vous avez des risques de faire des problèmes de rythme cardiaque, plus vous aurez malchance d'avoir affaire à moi, mais des fois, votre problème de rythme est le problème numéro 1. Il y a des gens qui ont un problème d'arythmie parce que c'est le problème d'arythmie en premier. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoirement qu'ils ont des facteurs de risque, mais ils ont un problème d'emballement du rythme cardiaque, un problème d'extrasystole, un problème d'arythmie.
problème de syndrome de vol parkinsonienne, c'est eux le problème numéro 1. Ce n'est pas le facteur de risque qui a fait l'arythmie, c'est l'arythmie qui va générer des problèmes cardiaques après. Ben voilà, donc on va les traiter. C'est encore plus challengeant, voilà, mais voilà. Mais je dis toujours, la mamie de 80 ans, elle n'a pas peur de rien, elle a déjà tout vécu. Et le sujet jeune, grand baraqué, c'est une flippette. Voilà. Donc je les rassure, ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous allez avoir peur. Et puis on est là pour les accompagner, pour qu'ils aient pas mal, pour que ça se passe bien. Voilà, donc ils sont, voilà. Avant on mettait des défibrillateurs qu'il y a des gens qui ont fait une mort subite et qui ont survécu à leur mort subite. Et comme ils ont survécu, on les a sauvés. Donc maintenant on dit maintenant on va leur mettre un défibrillateur. Et en 2002, les Américains ils font une étude qui s'appelle MADIT2, qui est publiée dans le New England. On prend des patients qui ont fait un infarctus, qui ont juste un cœur un peu fatigué, qui est ce qu'on appelle la fraction d'éjection inférieure à 30%, et ils les tirent au sort. Un groupe, ils leur mettent un défibrillateur, un groupe, ils ne leur mettent pas. Et puis, un meilleur critère de jugement du monde, ils comptent les morts. Eh bien, il y a moins de morts avec le défibrillateur que pas de défibrillateur. Donc, depuis 2002, depuis 2006, les recommandations internationales, françaises, européennes, disent qu'un patient qui a fait un infarctus, qui a une fraction d'éjection basse, à moins 30%, il a un risque de trouble du rythme, environ qu'on estime entre 5 et 7% par an, donc le risque de mourir. Eh ben, on leur met des défibrillateurs en prévention primaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont encore rien fait, on leur met un défibrillateur pour leur sauver la vie. Alors les gens, j'ai leur fait peur, ils vont dire, mais docteur, est-ce que ça va m'empêcher de mourir? Je dis, ça va vous empêcher de mourir bêtement, c'est-à-dire de faire un emballement et de mourir. Et puis ce serait trop jeune, mais vous avez probablement beaucoup de choses à vivre. Par contre, ça ne vous empêchera pas de mourir parce que c'est votre heure. C'est-à-dire le jour où le cœur va s'arrêter, parce que vous avez un cancer du poumon, parce que vous avez le cœur qui est fatigué, ben ça n'empêchera pas de s'arrêter. Donc ce défibrillateur est là pour sauver la vie. C'est sa fonction principale, mais il peut être là également pour aider le cœur à se contracter. La moitié des défibrillateurs qu'on met, c'est ce qu'on appelle des défibrillateurs de resynchronisation, et c'est des défibrillateurs qui vont aider le cœur à sa contraction. La taille des défibrillateurs est réduite en taille, les pacemakers maintenant ont la taille d'une pièce de 2 €, et les défibrillateurs ont quand même un peu plus gros, c'est normal, il faut pouvoir délivrer une énergie électrique, mais ont beaucoup réduit en taille. Et maintenant, voilà, ils sont plutôt légers, ils sont légèrement sous la peau, maintenant des fois on les met là aussi. Mais bon, voilà, c'est des interventions qu'on fait sous anesthésie locale. Les porteurs de pacemaker ou de défibrillateurs qui voyagent, ils ont normalement une carte qui leur permet, lorsqu'ils arrivent au niveau du contrôle de sûreté, avec ces détecteurs de métaux, de montrer leur carte, ce qui leur permet d'éviter de rentrer dedans. Sachant que le risque de rentrer dedans est micro-faible. Mais sinon, ils peuvent voyager normalement, ils peuvent utiliser leur téléphone portable, ils peuvent utiliser le micro-ondes. On leur demande juste le téléphone portable de ne pas le mettre. On regarde la poche du défibrillateur, de le mettre devant l'autre. Ils peuvent parler de l'oreille qu'ils veulent. Voilà, donc il n'y a pas trop de contraintes. Les porteurs de défibrillateurs, je les croise en voyage dans le monde, en balade. Voilà, donc ils peuvent voyager. Ils peuvent maintenant avoir des IRM. Avant, on ne pouvait pas avoir d'IRM. Maintenant, on peut avoir des IRM. Il faut quand même les mettre en mode IRM. On ne voit pas l'IRM comme ça. Il faut qu'ils viennent en contrôle avant, qu'on pouvoir programmer un mode IRM. Il faut aller à l'IRM. Des fois, c'est des modes automatiques. Des fois, on peut les mettre dans des modes. Il y a de plus en plus maintenant des défibrillateurs qui ont des modes IRM intelligents. C'est-à-dire, on va mettre une période d'écoute pour le défibrillateur de 15 jours où le défibrillateur va écouter l'IRM et quand il arrive dans l'IRM, le défibrillateur commute en mode IRM et dès que l'IRM est fini, il revient en mode normal. Donc, probablement, voilà, c'est en pleine évolution. On a globalement dit les choses. Les choses qu'on peut dire aussi, c'est que dans ce qu'on appelle les ablations, alors l'ablation est un mauvais terme, ablater quelque chose c'est l'enlever, nous on n'enlève rien, on va brûler le circuit anormal à l'intérieur du cœur. Et dans ces ablations-là, on avait dit qu'on pouvait travailler par le chaud, qui s'appelle la radiofréquence, ou par le froid, qui s'appelle la cryothérapie, voire d'autres méthodes qui sont en train d'arriver. Et puis de plus en plus, on va utiliser, là vous avez derrière moi un appareil de radio qui va délivrer des rayons X, donc on va essayer de pas trop en délivrer pour ne pas irradier trop le patient ou les opérateurs, parce que nous on prend des rayons tous les jours. Et on va travailler également avec des systèmes de cartographie en 3 dimensions. C'est-à-dire on va pouvoir cartographier le cœur en utilisant un scanner, qu'on va avoir fait avant, qu'on va fusionner avec les images qu'on va construire pendant l'intervention. Et on va pouvoir travailler sur un modèle en fait, et avec des couleurs que vous ne verrez pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le programme d'aujourd'hui, mais que je vous invite un autre jour avec plaisir. Et on va pouvoir cartographier la zone et qui va nous donner un peu une carte un peu de haute définition du cœur pour un peu aller très précisément dans la zone d'où vient l'arythmie. Parce que notre carte va être notre mémoire, au lieu d'avoir juste mémoire de dire je l'ai vu à droite, le circuit, ou je l'ai vu à gauche. Comme tout ça c'est annoté, sauvegardé, la technologie nous aide. On nous demande toujours est-ce que l'intelligence artificielle, vous y croyez? On utilise depuis des années l'intelligence artificielle. Depuis des années on l'utilise et l'intelligence artificielle n'a rien d'intelligent, n'a rien d'artificiel.
C'est juste, c'est comme votre téléphone qui reconnaît votre visage et qui se déverrouille. Ben, c'est pareil, les machines reconnaissent des anomalies. Et pourquoi elles les ont reconnues? Parce qu'on leur a fait manger des électrocardiogrammes, on leur a fait manger des anomalies et qu'elles peuvent reconnaître des anomalies. Mais on est là pour corriger un certain nombre d'anomalies, pour corriger un certain nombre d'algorithmes. On travaille beaucoup avec les ingénieurs pour parfaire les systèmes qui nous arrivent. Et donc de plus en plus, je pense que dans la médecine de demain, on aura une collaboration entre les médecins, les chirurgiens, les professionnels de santé et les ingénieurs pour développer des algorithmes de plus en plus développés et qui vont permettre, pas remplacer, mais en complément et probablement donner des choses plus adaptées à chaque patient parce que probablement ça fera beaucoup de tri, beaucoup de tri d'informations, beaucoup de tri d'éléments et qui permettra d'améliorer notre efficience. Personne ne remettra en cause aujourd'hui la reconnaissance faciale. Voilà, et voilà, donc tous ces éléments-là d'intelligence dite artificielle, on va les utiliser et on les utilisera de plus en plus. Moins en moins invasives, qui durent de moins en moins longtemps. C'est vrai que faire de moins en moins de choses inutiles, on a maintenant nos sondes qui permettent de brûler, elles peuvent mesurer la force à leur extrémité, et parce que nous on est là, et la sonde elle est là. Donc nous on pensait jusque-là qu'on arrive, c'est vrai, on arrive avec l'expérience à sentir un certain nombre de choses au bout de la sonde qui est à 1 mètre plus loin, mais de plus en plus maintenant comme on a des capteurs de température depuis très longtemps, maintenant on a des capteurs de pression, et on arrive à voir que là je n'ai pas de contact, donc ça ne sert à rien que je brûle dans le vide. Là j'ai trop de contact, donc probablement il faut que je réduise mon contact parce que je risque d'être trop appuyé sur le cœur, et là j'ai le bon contact. Et donc effectivement tous ces éléments-là, toutes ces technologies-là vont changer. Bon, je vois rien qu'il y a 5 ans et aujourd'hui. Donc là je regarde il y a 15 ans et aujourd'hui, le métier a complètement changé et va complètement évoluer. Pour le patient, je dirais, c'est de consulter son médecin généraliste, qui va vous adresser à un cardiologue, qui lui va faire un certain nombre d'examens qui peuvent être relativement simples, un examen de rythme sur 24 heures qu'on appelle un Holter ECG, voire d'autres examens. Et puis, après, ceux qui ne les nécessitent, parce qu'il y a des choses qui se traitent de manière médicale, médicamenteuse, il n'y a pas obligatoirement de voir un rythmologue, qui est un cardiologue spécialisé dans les troubles du rythme, mais certains vont peut-être avoir besoin de voir un rythmologue pour soit confirmer, soit travailler avec le cardiologue sur la manière dont on va faire, ou quelquefois faire ces interventions-là. C'est vraiment un travail de pyramide et un travail et donc est-ce que si on mettait un rythmologue partout, on ne pourrait pas, il faudrait un diabétologue partout, on n'a pas assez de mains pour pouvoir faire tout ça. Ce travail d'équipe, alors voilà, le patient ne pourra pas obligatoirement lui-même savoir, moi j'ai besoin d'un rythmologue. Donc voilà, toujours parlez-en à votre médecin et qui lui saura vous orienter vers les bonnes personnes. Vous posez la question à votre médecin, est-ce que j'ai besoin de voir un cardiologue? Est-ce que j'ai besoin de voir un rythmologue? Quel est mon problème? Voilà, donc, et en parler. Voilà. Et l'époque aujourd'hui, c'est l'époque de l'économie de la connaissance. Donc voilà, on a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur Internet. Alors attention à faire le tri, parce que voilà, toutes les histoires ne se ressemblent pas. Et attention au forum, attention à tout ce qui est dedans. Chaque cas est particulier, c'est difficile de faire des généralités. Donc les sociétés savantes essayent de mettre en place un certain nombre d'informations, d'outils d'information. Certains médecins essayent de faire de l'information aussi. Donc voilà, mais voilà, faire attention à ce qu'il y a sur Internet parce que voilà, on est dans l'économie de la connaissance. C'est génial, on apprend plein de choses et on consomme de l'information différemment que simplement se mettre devant une télé maintenant. Mais faire attention à ce qui est parce que tout ça c'est non filtré. Mais faire attention à bien trouver, et c'est pour ça, n'hésitez pas, je dirais, à parlez-en à votre médecin. Voilà. On rappelle juste parenthèse, vous avez fait combien d'années de médecine pour arriver là où vous en êtes? Il faut faire de la cardiologie, il faut faire 6 ans d'études générales et au moins 4 ans, alors maintenant c'est 5 à 6 ans d'études de cardiologie. Et après la rythmologie, on va dire, c'est minimum 2 à 3 ans supplémentaires. Mais en fait, on est en perpétuelle évolution parce qu'il faut tout le temps évoluer. Donc je dirais au moins 11 à 12 ans d'études, mais même une fois que vous avez fini vos études, vous continuez à vous former parce que la médecine évolue et si vous voulez faire bénéficier à vos patients de toutes les nouvelles technologies, vous devez tout le temps aller chercher l'information là où elle se trouve et aller continuer à vous former. Formez vos équipes aussi pour avoir, parce que c'est vraiment là aussi, vous avez vu que c'est vraiment un leitmotiv, pour qu'on soit tous performants et qu'on ait un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure c'est moi qui vais travailler,
mais à 10 h, moi je vais aller à ma consultation, ma collègue va prendre la relève, cet après-midi je pense c'est moi qui reviens, et puis si elle a une difficulté, je sais qu'elle peut m'appeler. On est vraiment un travail, on a une infirmière qui va être le matin, une infirmière qui va être là l'après-midi, donc c'est vraiment tout un rouage. Et pour ça, on dit on devient bon en management parce qu'effectivement, on doit faire coïncider tout cela. Hier, un patient qui voulait absolument une anesthésie générale, voilà, qui était prévu sur une anesthésie locale, le patient voulait absolument une anesthésie générale. On a pu le faire grâce à finalement en attendant 2 heures que les anesthésistes soient libres d'une autre intervention et j'ai la gentillesse de vouloir l'endormir. Donc vous voyez, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc là, vous êtes à l'hôpital de Montfermeil, qui est en fait la fusion entre 2 hôpitaux qui s'appellent le Rincy, l'hôpital du Rincy qui a maintenant fermé, et l'hôpital de Montfermeil. On est dans le 93 en Seine-Saint-Denis. On est même maintenant au sein d'un GHT, un groupe hospitalier de territoire, dans lequel il y a 2 autres hôpitaux. Il y a l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois et l'hôpital André Grégoire à Montreuil. Et donc, les GHT, l'objectif des GHT, c'est de faire travailler tout ce beau monde ensemble. Donc, par exemple, la rythmologie n'est représentée que dans cet hôpital. Donc, vous imaginez que des patients viennent des autres hôpitaux, adresser des autres hôpitaux pour qu'il y ait une prise en charge spécialisée ici. Même si les autres hôpitaux ont de la cardiologie, ont de la coronarographie, mais n'ont pas cette compétence, cette autorisation de faire de la rythmologie interventionnelle avec de l'ablation, des poses de défibrillateurs, etc. Donc, alors c'est un hôpital qui fait à peu près ici 500 lits de mémoire, mais peut-être que ma direction va me corriger, et qu'il n'y a pas que de la cardiologie. La cardiologie, c'est un des points forts de l'hôpital, mais c'est un grand pôle de cancérologie, de maternité, d'ophtalmologie, en chirurgie de la cataracte, qui sont souvent dans les classements assez bien classés. Et puis il y a de la chirurgie, vous êtes au sein d'un bloc opératoire où il y a 5 et bientôt 6 salles opératoires rien que dans ce bloc. Il y a notre bloc ambulatoire, il y a un bloc de gynéco. Alors bien sûr, cet hôpital s'est construit à différentes phases, dans les années 60, mais également dans les années 2000. Et il y a un projet de construction d'un nouvel hôpital. Et donc là, vous êtes au sein d'un des blocs opératoires, et ces blocs opératoires sont éparpillés sur le site de l'hôpital. Et bien sûr, si vous deviez reconstruire aujourd'hui un hôpital, ben vous rassembleriez l'ensemble du plateau technique pour que justement tous les plateaux techniques soient au même endroit, ce qui permettrait une meilleure utilisation des ressources humaines. Donc voilà, donc on est centré sur notre territoire pour prise en charge. Vous savez qu'en France, il n'y a pas de limite. Vous pouvez aller consulter à Marseille ou aller consulter à Paris. Voilà, c'est la liberté, on a la chance. Voilà, mais je pense que comme tout le monde, on a tendance à aller, à condition que la prise en charge soit bonne, à proximité. Mais c'est un hôpital spécialisé, pas uniquement de proximité. Donc effectivement, c'est pour ça que vous avez pas mal de patients qui vont être référés ici. Donc voilà, je suis heureux de vous accueillir, heureux d'avoir fait cette vidéo avec vous. On arrive à la fin. Voilà, merci d'avoir porté votre attention. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir. Vous pouvez aller voir ma page YouTube, ma page Facebook, à mon nom, Walid Amara, où vous aurez pas mal d'informations. Elles sont essentiellement destinées à des formations de médecins, mais vous aurez également des informations complémentaires. Et puis voilà, et puis j'espère vous revoir bientôt.